très heureux de vous accueillir. Soyez les bienvenus dans notre émission d'Ado Kids Night, le premier rendez-vous d'aventure de la night. Bip bip, olé. Très heureux de vous accueillir. Nous poursuivons notre émission et nous allons bientôt la clôturer. Dans un instant, voici votre 22h30 aventurier, votre nouveau rendez-vous d'aventure qui va vous proposer un programme incroyable. Restez avec nous, nous allons parler d'un célébrissime aventurier. Alors ne bougez pas, vous êtes bien sur Ado Kids TV, le meilleur de la jeunesse télévisuelle, disponible sur vos tablettes, vos smartphones et vos écrans d'ordinateur, et vous regardez avec intérêt le 21h minuit, nouvelle génération Ado Kids Night, le premier rendez-vous d'aventure de la night. Bip bip, olé. Nous sommes ensemble jusqu'à 23h pour ce programme et vous êtes les bienvenus. C'est parti, en route, il est 22h30. Madame, monsieur, bonsoir, bienvenue à vous pour ce nouveau numéro du 22h30 Aventurier, votre grande émission d'aventure sur Ado Kids TV, le meilleur de la jeunesse télévisuelle. Je vous rappelle qu'on en est à l'aventure de Christophe Colomb, après notre ami Marco Polo, et que hier nous parlions de notre ami Christophe Colomb et de sa nouvelle expédition, son 4e voyage. Et là, cette fois-ci, on va parler de ses dernières années en premier lieu. Il est physiquement très diminué après son retour, souffrant en particulier d'une très invalidante goutte et de problèmes ophtalmologiques, ce qui l'empêche dans un premier temps de se rendre à la cour, qui s'est installée à Medina del Campo. Installé à Séville, il y envoie son fils Ferdinand et son frère Bartolomeo afin qu'ils s'occupent de ses affaires. Il reste en contact avec eux par la poste et par messager particulier, notamment avec Amerigo Vespucci. Il essaie de faire reconnaître ses droits et d'obtenir les richesses qui lui reviennent. Il vient à la cour durant l'été 1505 à dos de mule, permission temporaire accordée par le roi d'Aragon, régent de Castille depuis la mort d'Isabelle le 26 novembre 1504. Cette tentative échoue de nouveau, ayant compris ce qu'impliquent les découvertes de Colomb, non pas les Indes mais un nouveau monde. Ferdinand n'entend nullement restituer à l'amiral les prérogatives financières et gouvernementales spécifiées le 30 avril 1493 au retour du premier voyage de Colomb. Il meurt le 20 mai 1506 à Valladolid, entouré de ses fils et de son frère après avoir établi un testament qui confirme en particulier le majorat établi au profit de son fils aîné Diego. Celui-ci sera nommé gouverneur d'Hispaniola en 1508. Comme écrit l'historienne Marianne Mann-Lott, il faut abandonner l'image romantique de l'homme de génie mourant méconnu dans l'oubli et la misère jusqu'au bout. L'amiral gardera des amis fidèles, parmi lesquels d'importants personnages, et il recevra de grosses sommes sur les revenus des Indes, avec des retards et incomplètement, il est vrai. Christophe Colomb est d'abord enterré dans l'église du couvent de Saint-François de Valladolid par la faveur de l'ordre des franciscains dans lequel il a de nombreux protecteurs. En 1529, Diego fait transférer les restes de Christophe Colomb dans la chapelle Sainte-Anne du monastère de la Cartuja à Séville, où il avait trouvé refuge après son 3e voyage. En 1541, conformément aux volontés du défunt, la veuve de Diego obtient de Charles Quint que la dépouille soit transférée dans la cathédrale Notre-Dame de l'Incarnation de la ville de Saint-Domingue. C'est aussi dans ce lieu que les 3 fils de Diego seront inhumés. Le 22 juillet 1795, par le traité de Bâle, l'Espagne cède à la France la partie orientale de l'île de Saint-Domingue en échange de certains territoires dans les Pyrénées. Les Espagnols évacuent l'île et les restes de colons partent à la Havane, toujours colonie espagnole. Le territoire cédé à la France est recouvré par l'Espagne
Mais en 1809, les restes de colons ne sont pas ramenés de La Havane. En 1898, lorsque Cuba devient indépendante après la guerre hispano-américaine, les restes de colons reviennent en Espagne, où un tombeau monumental est construit dans la cathédrale de Séville. En 1877, on découvre dans la cathédrale de Saint-Domingue un coffret en plomb contenant des restes d'os et portant l'inscription Baron Illustre y Distinguido Cristobal Colón. Depuis cette date, les autorités de la République dominicaine, établies en 1844, affirment que les corps transférés à Cuba n'étaient pas celui de Colón. En 1992, les restes découverts en 1877 sont placés dans le phare de Colón, en République dominicaine, monument construit pour le 500e anniversaire de la découverte du Nouveau Monde. En 2006, des analyses ADN confirment que le corps amené à Séville est un minimum apparenté génétiquement à Christophe Colomb. En 2024, les analyses du professeur de médecine légale José Antonio Lorente de l'Université de Grenade confirment que l'explorateur repose dans la cathédrale de Séville. Nous allons parler de son temps à Christophe Colomb, les relations des Espagnols avec les autochtones à l'époque des voyages de Colomb. Persuadés de se trouver sur les terres d'Asie, Colomb et ses hommes ont essayé d'entrer en contact avec les souverains asiatiques qu'ils connaissent, notamment le mythique Grand Khan. Les indigènes sont d'autant mieux traités que Colomb les croit proches de ce souverain. Au fur et à mesure des voyages, les Espagnols constatent que les autochtones ne connaissent pas les souverains espérés, même de nom. Ils attribuent cette ignorance aux lacunes culturelles des indigènes rencontrés. Ils prennent conscience qu'ils sont au mieux armés et que les natifs et qu'une conquête de ces territoires serait très facile, comme le montrent les courriers adressés au roi catholique. Colomb et les membres de ses expéditions, marins et non-marins, se comportent avec les idées de la fin du XVe siècle. Par la bulle Inter Caetera du 3 mai 1493, le pape octroie au seul royaume de Castille le droit de colonisation des Amériques à la condition expresse de l'évangélisation des indigènes qui s'y trouvent. À partir du moment où Colomb débarque des Espagnols et les installe sur une île, comme c'est le cas à Hispaniola avec le fort de la Nabida, premier voyage, puis la colonie de la Isabela, deuxième voyage, il n'est plus simplement l'amiral mais devient vice-roi et gouverneur avec pouvoir de commandement militaire et pouvoir de justice. S'il s'absente pour repartir en mer, il doit déléguer ses pouvoirs politico-militaires à un lieutenant choisi par lui. Diego de Arana à la Nabida, Giacomo Colomb, son frère, à la Isabela. Si cette île est habitée, c'est comme c'est le cas à Hispaniola, s'oppose la question des relations avec les habitants qui est surdéterminée par la question des rapports de force. Lors du premier voyage, les Espagnols sont dans une situation de nette infériorité. Les défenseurs du fort de la Nabida en font l'expérience de façon tragique. C'est moins le cas lors du deuxième voyage qui implique environ 1500 Espagnols au départ. Avant de venir en Castille, Christophe Colomb a passé plusieurs années au Portugal, de 1476 à 1485, où la traite des Noirs est pratiquée dès le XVe siècle à partir des comptoirs établis le long de la côte Afrique, les Portugais reprenant à leur compte par une autre voie la pratique de la traite transsaharienne qui aboutissait aux villes musulmanes de la côte méditerranéenne et au Caire, le plus grand marché aux esclaves. Les Mamelouks d'Égypte étaient d'ailleurs à l'origine des esclaves militaires. Il est clair que pour Colomb, la réduction en esclavage d'Indiens ne pose pas de problème. Dans son mémoire de 1494, deuxième voyage, il écrit au roi catholique que, malgré l'absence des grandes quantités d'or à Hispaniola, la colonie pourra être financée par la vente d'esclaves. Mais il semble que la reine Isabelle est en désaccord avec lui sur ce point. En ce qui concerne les marins, et à partir du deuxième voyage, les militaires et autres Espagnols non marins, ils viennent pour la plupart des royaumes d'Aragon et de Castille qui pratiquent l'esclavage et le servage. Toutefois, à partir de 1500, date de l'arrestation et du renvoi de Colomb, la couronne reprend le contrôle de la colonie Hispaniola. Le système utilisé pour la colonisation à partir de ce moment à Hispaniola puis à Cuba à partir de 1511, etc., reprend alors celui qui a été utilisé au cours de la Reconquista, l'encomienda, structure de type féodal.
Un autre aspect de la question est celui de l'évangélisation des Indiens. L'évangélisation est incluse dans le programme du premier voyage en direction des habitants des Indes, d'Extrême-Orient, qu'on s'attend à rencontrer, mais ce n'est qu'à partir du deuxième voyage que les évangélisateurs sont présents en assez grand nombre pour les indigènes d'Hispaniola ou d'autres îles des Caraïbes. Très tôt, Colomb se rend compte qu'un problème majeur est celui de la langue. C'est pourquoi, lorsqu'il renvoie plusieurs navires en Castille en 1494, il y place plusieurs Indiens captifs destinés à apprendre le castillan pour être ramenés ensuite à Hispaniola afin de servir d'interprète. Les conditions de vie pour les colons étaient globalement mauvaises dans les premiers établissements. Bien que Colomb ait prétendu que les Indiens ne connaissaient pas les armes, le premier établissement construit, la Navidad, fut retrouvé au retour de Colomb incendié et ses hommes morts. Le 6 janvier 1494, une première messe fut célébrée dans la colonie Isabella. On y marquait de tout. La faim était le principal fléau. On y recense 8 femmes blanches, 5 frères franciscains. On y mourait beaucoup, notamment d'une forme virulente de la variole. Cette forme, alors inconnue en Europe, est probablement ramenée des Caraïbes par les colons. Les tentatives de rébellion étaient constantes et le seul espoir pour les colons, Consuelo Varela analyse les témoignages des premiers colons entre 1495 et 1500 et conclut: rien ni personne ne semble attrayant ou agréable. Les colons étaient en majorité des escrocs et des voyous aux yeux du vice-roi. Les frères colons, des despotes sanguinaires au point de vue des Espagnols. Étaient-ce là les Indes décrites et promises comme un véritable paradis en 1493 ? Le sort des Indiens n'était guère enviable. Ils étaient exploités et leurs femmes étaient enlevées, voire vendues comme esclaves. On y distingue 2 classes d'indigènes, ceux qui se soumettent à l'ordre colonial en payant des impôts et avec qui les relations étaient apparemment cordiales, et ceux qui s'y refusaient et qui étaient considérés comme des ennemis et pourchassés. Après avoir établi cette colonie, Colomb décréta que tout Indien de plus de 14 ans devait fournir une certaine quantité d'or. Ceux qui n'y parvenaient pas avaient les mains coupées. Il institua par la suite l'esclavage. Colomb est à l'origine du principe juridique de l'encomienda, puis du repartimiento, tous deux inspirés du droit féodal et qui se généralisent dans toute la Nouvelle-Espagne. Afin de satisfaire aux exigences royales de rentabilité de son expédition, Colomb mit au point, sans disposer d'un cadre juridique véritablement préétabli, un système qui devait permettre de substituer au versement du tribut imposé aux Indiens, dont le versement était aléatoire, une exploitation directe des populations indigènes et des ressources locales. Denis Crouzet précise que si les violences internes à la communauté des colons s'en trouvèrent apaisées, les Indiens, quant à eux, furent plus directement exposés aux mauvais traitements, et cela fut sans nul doute un facteur d'aggravation du collapsus démographique observé dans l'île. La population d'Hispaniola s'effondre durant la catastrophe démographique amérindienne. Le régime mis en place par Christophe Colomb est décrit par ses contemporains comme violent, avec un recours à la torture tant contre ces hommes que contre les indigènes. Colomb et ses frères se sont aussi accusés d'incompétence pour la direction de ces nouvelles terres par leurs ennemis, notamment Francisco Bobadilla, qui obtient de la reine le poste de gouverneur d'Hispaniola en 1499, alors que les frères Colomb sont condamnés à de la prison. Même s'il est probable que Francisco Bobadilla ait noirci le tableau pour mieux évincer Colomb et ses frères, plusieurs historiens conviennent que leur régime était probablement tyrannique. Le traité de Tordesillas de 1494 partage la terre, sauf l'Europe et les îles Canaries, entre l'Espagne et le Portugal, réservant au Portugal le commerce avec l'Afrique et les Indes. Des avenants au traité seront introduits à la suite du voyage de Magellan en 1920. Christophe Colomb est relevé de ses fonctions de vice-roi en 1500 et décède en 1506. Si Colomb est le premier Européen connu à avoir accosté sur des terres proches du continent américain, il n'a eu aucune idée de l'étendue des terres et mers qui s'interposaient entre les îles découvertes et les Indes qu'il s'était proposé de rallier. Son projet n'est réalisé qu'en 1520 par Magellan, lui aussi au service de la monarchie espagnole.
Charles Quint, petit-fils des rois catholiques, mais au prix d'un détour considérable vers le sud par le détroit de Magellan. Amerigo Vespucci est le premier navigateur important à affirmer dans un ouvrage publié en 1503 que ce qui a été découvert est un nouveau monde, tout autre que les Indes, ce qui est entériné par les cartographes du gymnase vosgien de Saint-Dié, qui publie en 1507 une carte du monde Universalis Cosmographia dite planisphère de Waldseemüller, où le continent esquissé à l'ouest des Caraïbes porte le nom d'Américain en hommage à Vespucci. En 1495, au retour de son deuxième voyage, Colomb ramène 550 Indiens captifs dans le but de les vendre comme esclaves. 200 d'entre eux meurent au cours de la traversée, mais la reine Isabelle laisse alors entendre aux marins qu'elle ne tolérera pas la mise en esclavage des indigènes, puis formalise ce point de vue par une provision royale édictée à Séville le 20 juin 1500, ordonnant la remise en liberté et le retour chez eux des Indiens ramenés par Colomb. En 1512, sous la pression des protestations des religieux comme Bartholomé de las Casas, Ferdinand d'Aragon, régent de Castille, promulgue les lois de Burgos, ordonnance royale pour le bon règlement et le traitement des Indiens. Il protège des autochtones d'Amérique en font des personnes libres, leur octroie des droits humains et le droit de propriété. Ces lois sont un échec et les colons s'habituent à éluder les entraves légales mises à l'esclavage des Indiens, au travail forcé et au portage et à défendre leurs encomiendas. Les protestations des religieux se multiplient, amenant la promulgation des ordonnances de Grenade, 1526, qui prétendent mettre fin aux conquêtes violentes et réclament sans obtenir la coopération des conquistadores. Enfin, une bulle pontificale de 1537 condamne l'esclavage dans les colonies espagnoles, obligeant Charles Quint à promulguer en 1542 les Leyes Nuevas, qui abolissent l'encomienda et tout travail forcé. Celle-ci suppose un changement profond dans le mode de vie des colons. L'application de ces lois fut compliquée. Elle provoque la grande rébellion des encomienderos qui s'étend à presque toute l'Amérique espagnole. Le vice-roi du Pérou est renversé par les colons, la réaction de la couronne est ferme et la victoire de Charles Quint en 1550 est suivie de l'exécution sommaire des mutins. Les Leyes Nuevas sont mieux appliquées à partir de 1554 et mettent fin aux encomiendas héritées par Colomb. Ces lois ne disent rien sur l'esclavage des Africains noirs, mais interdisent la mise en esclavage des Amérindiens. Considérés comme sujets libres, elles exercent une grande influence sur la démographie et la société de l'Amérique hispanophone en favorisant un métissage à grande échelle. Les territoires sous domination espagnole sont largement peuplés par des populations métissées, généralement hispanophones, sauf dans les régions andines du Pérou, de l'Équateur et de la Bolivie, où les Amérindiens restent plus longtemps à l'écart du système colonial. Elles assoient l'autorité de la couronne chez les Amérindiens contre les colons. En ce qui concerne les Africains noirs, le traité de Tordesillas réserve de fait leur traite aux Portugais, du moins jusqu'en 1580, date de l'union du Portugal et de l'Espagne au sein de l'Union ibérique. Mais en 1640, au retour à l'indépendance du Portugal, Philippe V interdit l'achat d'esclaves aux Portugais. La France et l'Angleterre étant considérées comme des ennemis mortels de l'Espagne, le commerce des esclaves dans les colonies espagnoles ne peut avoir lieu qu'en contrebande, ce qui limite à la fois en quantité et géographiquement. Dans l'ensemble, l'Amérique espagnole, Mexique, pays andin, Argentine, a reçu peu d'esclaves noirs, malgré quelques exceptions notables, sud du Venezuela, nord de la Colombie, Cuba, etc. Si on considère l'entreprise de Colomb du point de vue économique qui est fondamentale dans ce qui est au départ une tentative d'atteindre les Indes, les découvertes de l'amiral ont été décevantes. Dans un premier temps, que ce soit pour les épices ou pour l'or, les bénéfices rapides et importants espérés n'ont pas été au rendez-vous, au moins du vivant de Colomb. Ce n'est que plus tard que le Nouveau Monde va devenir une source de richesse, mine d'argent du Pérou, puis plantation de canne à sucre, etc. Et les historiens brossent le portrait d'un marin hors pair, un des meilleurs navigateurs de tous les temps, ou même le plus grand marin,
de tous les temps, mais piètre politicien. Les biographes de Colomb, en particulier au XIXe siècle, ont souvent tenté d'expliquer le succès de son entreprise maritime par l'emploi de techniques nouvelles en matière de navigation, évoquant entre autres la boussole, le gouvernail d'étambot et la caravelle. Si Colomb a choisi la caravelle comme navire, type de navire déjà utilisé par les Portugais depuis le début du XVe siècle dans leurs exploitations de la côte africaine, c'est en raison de son coup d'amarrement relativement faible et de son faible tirant d'eau qui permet d'approcher des côtes sans risquer d'échouer. Et demain, nous parlerons du niveau de la postérité après le décès de Christophe Colomb. C'est la fin de cette émission. Merci à vous de nous avoir suivis dans ce 22h30 aventurier. Demain, donc, rendez-vous pour la suite et sans doute la fin de notre grande aventure avec l'histoire de Christophe Colomb. Je vous souhaite une excellente soirée sur Radio Kids TV. Dans un instant, votre rendez-vous du 23h Mobico consacré aux raisons de transport en commun qui vous emmène à la découverte d'une ville ou d'un village. Je vous souhaite une très belle soirée sur Radio Kids TV. Merci, salut. Mes petits poussins, mes petits poulets, vous pouvez voir s'afficher sur votre écran les réseaux sociaux, mais aussi le compte YouTube d'AdoKids TV. Commentez, likez sur Facebook et Instagram et abonnez-vous à la chaîne YouTube d'AdoKids TV. Et c'est la fin de notre 21h30 Géo, de notre 22h30 Aventurier. Merci à vous de votre fidélité et de nous avoir suivis. Prochain rendez-vous demain pour de nouvelles aventures.